Vous le savez maintenant, l'enrichissement n'a rien d'immoral. L'enrichissement dans un cadre catalactique, dans un cadre d'échange, est éthique par principe. L'enrichissement est un partage. Si je gagne très bien ma vie, les autres, ceux qui me vendent leurs produits ou ceux qui me fournissent un service, vont en bénéficier aussi. Le caractère éthique étant bien sûr renforcé par un élément fondamental, par un concept premier, sacré en quelque sorte, qu'est la propriété privée. La propriété privée, tout comme l'échange, est en l'homme. Elle est un réflexe naturel, une tendance spontanée qui caractérise l'être humain. L'animal n'a pas de droit de propriété. Le droit de propriété caractérise l'être humain. C'est par lui, c'est pour lui qu'il se réalise. De cette idée de propriété intégrée à la personne, nous nous sommes penchés sur le rapport entre la possession individuelle et les phénomènes d'interaction avec le groupe. C'était notre réflexion sur l'expropriation ou sur la nécessité de l'affirmation dans un droit de convention du caractère sacré de la propriété. La propriété existe même si le système de droit ne la garantit pas. Elle existe parce qu'elle est un droit naturel. Mais la personne peut en être privée si son voisin revendique lui aussi, en absence de titre. Si le voisin revendique la propriété de la terre, par exemple, il faut arriver à trancher le litige. C'est beaucoup plus compliqué. Le droit de convention, le droit artificiel, peut donc venir fluidifier les échanges s'il encourage la reconnaissance des droits naturels. Nous nous sommes aussi dans cette formation parce qu'il fallait montrer à quel point la conception même de l'homme et de sa vie avec les autres est à l'image de sa nature. Vous le savez, la nature de l'homme est catalactique, elle est un échange permanent. Il nous fallait montrer comment, à partir d'un droit aussi premier et aussi individuel que la propriété, que le respect de mon droit naturel, comment nous allions découvrir que le libéralisme est la seule approche vraiment respectueuse de l'homme, car elle ne va pas à l'encontre de la nature de l'individu. Et nous nous sommes interrogés, je pense bien légitimement, car vous êtes des intellectuels, mais vous êtes aussi des citoyens, et vous devez donc choisir en conscience, en vous informant, en connaissant les différents éléments sur lesquels étayer votre raisonnement. Si vous n'avez pas les arguments intellectuels, si vous ne connaissez pas par la publicité, en quelque sorte des échanges, par un positionnement de produits linguistiques sur un ensemble, sur un marché, si on ne vous propose pas toutes sortes de solutions, vous n'êtes pas libre parce que vous ne pouvez pas choisir. Je me suis efforcé de ne pas vous enfermer dans un cadre presque doctrinal. La pensée libérale n'est pas une doctrine. Je ne vous demande pas de croire et de vous sacrifier au nom d'un idéal dont vous ne pourriez pas bénéficier. Le libéralisme est la seule approche en philosophie politique qui ne contraigne pas l'homme. Le libéral, et je vous l'ai dit, lorsque vous m'avez demandé comment être utile à la pensée, comment être utile à vos concitoyens, le libéral ne doit pas chercher à prendre le pouvoir pour imposer ses pensées aux autres. Il doit éveiller les consciences. Il a une sorte de devoir moral de partager avec les autres ce qu'il a appris. Vous avez un devoir moral de partager avec les autres ce que vous avez appris. Et, comme Prométhée, souvenez-vous, qui va voler le feu aux dieux et la connaissance artiste pour la partager avec les autres, vous avez le devoir moral, comme lui, d'apporter les feux que j'ai essayé de vous communiquer, une aspiration à la liberté, une aspiration à la considération, à la mise en avant, au respect de vos droits naturels. Vous avez le devoir moral de partager ce que vous avez appris avec les autres, de lancer, par le partage de ce feu,
des débats, des réflexions. Vous le savez, les idées sont dangereuses. Les idées sont dangereuses et c'est pour cela que toutes les dictatures commencent par fermer les universités. Toutes les dictatures commencent par fermer les universités, car une université respectueuse du droit naturel de ses étudiants préserve leur liberté. Un professeur n'est pas un politicien. Un professeur n'est pas un guide religieux. Il ne vous contraint pas, et la seule chose qu'il doit vous apprendre, c'est son souci éthique, c'est son souci moral, c'est vous donner envie d'être libre. C'est vous donner envie de réfléchir par vous-même. Et c'est là ce que vous devez ressentir en vous. C'est là ce qui doit vous guider, ce qui doit entretenir votre feu naturel. Comme le professeur, comme l'apôtre de la liberté en quelque sorte, vous devez partager avec les autres sans chercher à contraindre. Si la personne ne vous comprend pas, si vous n'arrivez pas à la convaincre, ne la traitez pas du tout. Pourquoi? Parce que vous devez vous adapter, vous devez positionner vos idées, non pas à ce qu'elle veut entendre, mais à ce qu'elle peut comprendre. Vous devez tenir compte, parce que vous avez eu la chance d'accéder à la connaissance, vous devez repenser en permanence à votre devoir moral de partager et au phénomène, au fondement que nous avons partagé, la catalaxie, l'échange et le positionnement. Si vous n'arrivez pas à convaincre, ça ne vient pas forcément du fait que la personne est bête ou qu'elle est ignorante, mais simplement que vous n'avez pas assez bien pris en compte les besoins et les attentes de cette personne. Si vous allez expliquer le droit de propriété à un planteur de cacao, ne racontez pas au planteur de cacao la mythologie grecque, ça ne l'intéressera pas. Il ne sera pas capable, il ne ressentira pas en lui un appel naturel vers cette idée. Par contre, positionnez vos produits sur le marché, sur un marché linguistique, sur un marché des idées qui va se créer avec votre producteur. Dites-lui, si on respecte ton droit naturel de propriété, et si l'État reconnaît ton droit naturel parce que tu y as droit, tu as le droit de posséder la terre que tu exploites, que tu as ensemencée, que tu as entretenue. Si tu arrives, toi producteur, à convaincre d'autres producteurs à créer une mutuelle, et que votre système mutuel fait pression sur les pouvoirs politiques pour reconnaître vos droits de propriété, ton niveau de vie s'améliorera. Mais vous n'êtes pas là pour lui imposer une vérité. Vous êtes là pour lui expliquer les choses. Et c'est en cela que le libéral est différent d'un militant politique ordinaire qui essaie de dire que l'État va sauver la personne. Le libéral explique. Vous devez expliquer et convaincre ensuite, mais ne pas contraindre la personne. Vous devez prouver, vous devez démontrer, en exigeant toujours plus de vous-même, dans un soin d'excellence personnelle, de perfectionnement permanent, d'adaptation aux attentes, vous devez démontrer, par votre propre exemple, qu'en vous enrichissant vous-même en allant à l'école, qu'en vous enrichissant vous-même en prenant les efforts de participer à des formations, et en vous enrichissant aussi par l'échange, vous incarnez le caractère consubstantiel à l'homme du libéralisme. Vous devez devenir l'incarnation que le libéralisme n'est pas une doctrine artificielle, que le libéralisme est la seule doctrine qui respecte les éléments fondamentaux qui sont en l'homme, que le libéralisme est le seul courant de pensée qui part de l'homme pour expliquer la société et qui ne veut pas contraindre la personne. Et c'est ça aussi un des arguments majeurs que vous devez retenir pour les autres, en disant, dans un système libéral, nous reconnaissons aux minorités les mêmes droits qu'aux majorités. Nous reconnaissons et nous affirmons un seul grand principe. Tous les hommes partagent la même nature. Et c'est parce que tous les hommes partagent la même nature qu'une personne n'a pas le droit de s'imposer à l'autre. Fondamentalement, et aucun État, même la pire dictature ne pourra vous l'arracher, fondamentalement, tous les hommes sur la terre sont égaux. Parce que leur nature est égale.
Et ce n'est pas parce qu'une personne va faire plus d'études, parce qu'une personne aura une armée, parce qu'une personne aura de l'argent, ce n'est pas parce qu'elle a plus que l'autre qu'elle va essayer de mettre en place une structure. Cette structure, c'est l'État, pour écraser les autres. Vous devez aller convaincre les gens, expliquer que l'État est une structure artificielle, expliquer que l'État ne doit pas vous diriger, que l'État doit obéir à la population. L'État est un outil. L'État est un outil. Pas un martinet, pas un fouet, pas une chaîne, pas une prison. L'État doit être minimal, c'est ce que disent les libéraux, et se borner à quelques petites capacités lorsque, dans ces capacités, il est meilleur que ne le serait la société civile. L'État n'a pas le droit, les hommes de l'État n'ont pas le droit, c'est moralement condamnable, d'un point de vue éthique condamnable aussi, ils n'ont pas le droit de mettre en place une structure avec une armée, une structure avec une prison, une structure avec des lois, des juges et des bourreaux pour asservir la population. Que dit le libéralisme? Le libéralisme dit « Nous n'avons pas besoin d'armées qui vont opprimer la population si la population se révolte. » Pourquoi? Parce que dans un système libéral qui respecte l'essence même de la personne, qui respecte son droit de propriété, qui respecte ses aspirations à la différence, qui respecte ses particularités et qui respecte ses choix, la population ne se révolte pas parce qu'elle sent que l'autre prend en compte son humanité et que les individus, même différents, partagent parce qu'ils ont une nature commune, parce qu'ils ont une essence commune. Dans un système libéral, il n'y a pas de révolution, car personne n'a intérêt à ce qu'il y ait révolution. Dans un système libéral, nous n'avons pas besoin qu'un homme se place au-dessus des autres avec une arme pour dire qu'il va nous sauver. Parce que dans un système libéral, on rappelle aux gens que la cellule fondamentale de la famille, cette cellule fondamentale qui est inscrite en l'homme à sa naissance, avant même sa conscience, l'individu le porte en lui, que cette cellule fondamentale de la famille est la seule qui doit inspirer les valeurs. Et que c'est ancré dans la famille, comme la plus grande des plantes. Que serait une plante si elle n'avait pas de sol? Que serait une plante si on lui imposait un sol qui ne lui correspond pas? Le libéral dit, l'individu a une partie naturelle. L'individu doit respecter le droit naturel. Pour que l'arbre pousse, il lui faut un environnement favorable, il lui faut un support favorable. Ce support, ce sol, c'est la famille. C'est dans la famille que la toute petite pousse, le bébé va se développer, protégé par sa famille. Est-ce qu'il a besoin d'un État qui va le protéger en plus en asservissant ses parents? Non. Non. Et c'est pour ça que des gens traversent les mers, pour expliquer, pour partager, pour vous dire que ce n'est pas parce que l'Afrique a été exploitée, que ce n'est pas parce que des États dictatoriaux ont été soutenus par des puissances étrangères pour maintenir les populations dans la pauvreté, pour maintenir les régimes de monopole, pour maintenir une classe politique corrompue qui prend le sang de la population pour nourrir ses enfants sans rien construire, qui offre les maladies, qui offre des dérives abominables, qui encourage la corruption, qui encourage les coups d'État, ce n'est pas parce que ce système-là est en place, ce n'est pas parce qu'il y a des soldats dans les rues que la liberté ne poussera jamais en vous. Car la liberté est une inspiration naturelle de l'individu. Car la liberté, elle aussi, est l'essence de l'homme. Car vous pourrez opprimer un peuple, vous pourrez envoyer des soldats, vous pourrez voler ce peuple, vous pourrez tuer ce peuple, mais il y aura toujours quelqu'un qui un jour se lèvera et qui dira « j'ai fait un rêve ». Je vous remercie.